Parfait. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce live spécial du 10 décembre, anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, du 10, du 12. Et voilà, on a Philippe Hensman, c'est parfait. C'est donc déclaration qui fonde une pensée universelle de ce que est l'humain, ce à quoi il a le droit de manière inaliénable par le simple fait d'exister en tant qu'être humain. Alors, il est primordial encore aujourd'hui pour répondre aux violations des droits humains qui ont malheureusement encore cours à l'heure actuelle. Ce travail de titan est celui, entre autres, Amnesty International. Amnesty International défend depuis maintenant presque 60 ans de nombreux cas à travers le monde et tente dans ses campagnes de faire prendre conscience des DUDH encore bafoués, que ce soit dans les sujets liés à l'immigration, aux inégalités, à la torture ou à la peine de mort. Je vais vous présenter les activités d'aujourd'hui en clair. Il y aura le petit déjeuner avec Philippe Hensman, son interview. Il va y avoir plus tard le GT, la campagne des droits économiques, sociaux et culturels de 11h à midi. Ensuite, de midi à 13h, il y aura la campagne Actualité et culture avec un artiste, des chroniques, etc. Ensuite, il y a le dîner d'Amnesty, où là, nous aurons comme invité Laurent Deutsch, responsable activisme et éducation aux droits humains, de 13h30 à 14h30. Donc, c'est là où il y a la table ronde. De 14h30 à 15h30, il y aura la campagne discrimination. Et ensuite, je n'ai plus la suite. Ah, si, j'ai la suite, pardon. Et il y a la campagne torture de 15h30 à 16h30, break de 30 minutes. 16h30, 17h, break de 30 minutes, pardon, je répète. 17h, 17h30, l'interview de Shara Slitz, secrétaire d'État. 17h30, 18h, justice climatique. 18h30, 19h, droits des femmes. Et enfin, 19h30, 20h30, l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Philippe Hensman, bonjour. Bonjour. Je laisse Adrien introduire l'activité. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Philippe Hensman. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce premier live. Nous discuterons de la place des droits humains dans la société, de l'importance de ceux-ci durant la décennie écoulée et encore plus aujourd'hui, de l'importance de ceux-ci en temps de Covid. Adil va maintenant vous présenter un petit peu, parler de vous et dire un peu aux internautes qui vous êtes. Juste Adil, une petite précision et tout le monde, c'est qu'à 10h30, malheureusement, je dois vous lâcher. Je sais que ce n'était pas prévu comme ça, mais j'ai un rencard hyper important qui n'était pas du tout prévu et voilà, ça fait partie du quotidien. Il n'y a pas de problème, pas de souci. On fera vite alors. On zappera quelques questions, il n'y a pas de souci. Donc, merci. Philippe Hensman, vous êtes directeur d'Amnesty International Belgique francophone depuis 1996. Ça va donc faire 25 ans que vous exercez ce poste. Avant cela, vous étiez déjà chez Amnesty, mais en tant qu'attaché de presse et éditeur en chef de 1988 à 1995. Autant dire que vous avez vu de nombreuses choses en presque 33 ans de carrière pour les droits humains. Et aujourd'hui, vous êtes notre grand invité pour ouvrir l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Avant de commencer, je vais juste rappeler aux internautes que ce soir, vers 20h, 19h30, 20h30 plutôt, vous pourrez assister et participer au challenge Protest from Home en allumant une bougie Amnesty. Vous pouvez encore en acheter, vous verrez sur la page Facebook, etc. Justement, Philippe Hensman, peut-être juste avant, les bougies, comment ça a été cette année? On sait qu'il y en aura encore. La vente des bougies avec cette crise Covid, comment est-ce que ça s'est fait? Et ensuite, Adrien fera toute l'interview. Alors, il y a deux parties à la campagne bougie cette année-ci. Une partie qui est la vente par les groupes. Et là, nous n'avons pas encore d'indication bien précise. On sait qu'elle sera inférieure à ce qu'elle était les années précédentes parce que tout simplement, il n'était pas possible pour beaucoup de groupes de tenir des stands comme ils faisaient auparavant, etc. Donc là, il va y avoir une diminution des ventes, mais elle est difficile à mesurer pour le moment. On a estimé qu'elle
que devrait se trouver autour de 40%, mais c'est vraiment un pouf. Par contre, ce qui a beaucoup mieux donné, on a triplé le budget des ressources générées par la boutique en ligne. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, pour le dire rapidement, ça permet de combler une partie du trou qui va être causé par le manque de vente par nos groupes locaux, mais aussi probablement aussi de toucher de nouveaux publics et de les garder pour les années suivantes. Donc, voilà, c'est à la fois du positif et du négatif. Je pense qu'on va réussir à amortir le choc, en tout cas. Merci. Adrien, à toi. Alors, Amnesty défend les droits humains à travers le monde. La question qu'ils imposent, c'est de savoir où sont les droits humains, les articles les plus importants selon vous. Il y a peut-être le plus important, c'est celui auquel on ne pense jamais. Je t'interromps parce que je vois que la communication est coupée. Mais il y a celui auquel on ne pense jamais, qui est l'article 30, et qui dit qu'aucun droit ne peut être, comment dirais-je, je n'ai pas la formulation exacte en tête, mais en gros qu'on ne peut pas faire valoir un droit qui mettrait en danger les autres droits exprimés dans la déclaration. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet aussi de distinguer ce qui différencie une tradition d'un droit. Par exemple, la mutilation des petites filles, c'est une tradition. Et certains vont dire, mais c'est une tradition, on fait ça depuis des siècles, depuis les pharaons, hein, c'est les pharaons qui ont lancé ça. Et donc, l'excision est quelque chose qui doit être considéré comme un droit. Il ne l'est pas parce qu'il est en contradiction avec d'autres articles de la Déclaration universelle, la torture notamment, et des choses comme ça. Et donc, c'est ça qui permet de dire à un moment donné, sorry, mais ça ne peut pas être considéré comme un droit fondamental. Donc, pour moi, vraiment, c'est cet article 30 parce que, et c'est très important en période de Covid, peut-être que j'anticipe déjà les questions pour la suite, mais il n'y a pas de hiérarchie de droits. Simplement, il existe des moments où certains droits peuvent être mis en avant plus que d'autres, mais à certaines conditions très particulières. Et donc, c'est là qu'on dit, bah, il faut que ce soit légal, que ce soit inscrit dans un texte, il faut que ce soit proportionnel et il faut que ce soit limité dans le temps. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut autoriser, par exemple, des limitations au droit de se rassembler, par exemple. Je vais juste rappeler, donc, parce que vous vous souveniez plus trop, donc l'article 30 stipule qu'aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Voilà. En gros, c'est comme ça. Un peu théorique. Et l'interprétation qu'on peut en faire, c'est celui-là, c'est de dire, rien ne peut être justifié s'il est en contradiction avec ses droits, mais même mettre en avant un des droits fondamentaux qui serait trop en contradiction avec le reste, c'est toujours une balance. Hein. Par exemple, si on veut garantir le droit à l'eau, qui se trouve dans la Déclaration universelle, eh bien, pour garantir le droit à l'eau potable, il faut parfois étatiser des ressources ou des sources ou des terrains, par exemple. Et donc, il est clair que là, on pourrait considérer que c'est une atteinte à la propriété privée, ce genre de choses. Eh bien, c'est une balance, c'est toujours une balance. Sauf certains droits, comme la torture, par exemple. On ne peut jamais y faire, on peut jamais aller en contradiction avec l'interdiction de la torture. Une deuxième question qui suit votre première intervention. Vous avez parlé de l'impact du Covid. Quel a été l'impact du Covid sur les droits humains d'abord et ensuite sur l'organisation qui est Amnesty International et qui les défend sous votre présidence? Vous pouvez nous donner des exemples ou bien des faits marquants qui ont eu lieu à cause de cette crise et du confinement qui en a suivi? Direction, je ne suis pas président parce que les présidents sont élus chez nous. Mais alors,
on a observé deux grandes catégories, de grands axes de problèmes liés au virus. Le premier, ce sont des gouvernements qui en ont profité pour renforcer des mesures qui existaient déjà auparavant de contrôle, par exemple. Je pense ici à la Chine. Hein. La Chine avait mis en place déjà un système très vigoureux de contrôle des populations au Xinjiang, des populations ouïghours notamment, avec la reconnaissance faciale qui était organisée de façon intensive, et ça a été élargi à toute la population, à tel point que si vous étiez déclaré comme positif, on pouvait vous reconnaître facialement et vous empêcher de rentrer dans tel cinéma ou dans tel quartier ou dans telle zone d'habitation. Et donc, c'est évidemment quelque chose de façon qui est utilisé par certains gouvernements qui ont aussi profité de ça pour, par exemple, interdire effectivement les rassemblements, essayer d'interdire la liberté d'expression. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre. Même chez nous, il y a encore aujourd'hui pour nous des problèmes, notamment la base de données. Je ne parle pas ici tellement de l'application, parce que l'application, même si on peut avoir des réserves par rapport à ça, l'application pour smartphone, je l'ai installée sur le mien, je pense que c'est pas trop un souci. Par contre, la base de données, nous sommes intervenus au Parlement. J'ai été invité à la commission du Parlement pour dire, mais faites attention, je ne comprends pas pourquoi il faut garder des données pendant 30 ans avant de les anonymiser. Je comprends parfaitement que l'on garde des données anonymisées longtemps, hein, parce qu'elles permettent de mieux comprendre les épidémies. Il n'est pas nécessaire de connaître mon nom et le numéro INAMI de mon médecin généraliste pour pouvoir analyser l'épidémie. Il existe d'ailleurs un dossier médical pour ça qui suffit largement. Et donc, le problème qu'il y a avec ce genre de mesures, mais c'est vrai aussi pour le terrorisme, on l'a vu sur le terrorisme, hein, les mesures qui ont été prises pour le terrorisme, ça peut vous sembler paradoxal, mais dans certains cas, je préfère que l'on parle d'état d'urgence que ce qu'on a fait en Belgique. L'état d'urgence, c'est une situation dans laquelle on détermine pour une période déterminée une suspension parfois de droit, en disant il y a le terrorisme, maintenant il y a certaines choses qu'on ne peut pas tolérer pendant ce temps-là. Pour protéger la vie de tout le monde, ça va durer 6 mois, 1 an, et puis après, c'est basta. En Belgique, on a choisi de changer les lois et parfois même la Constitution, ce qui fait que ça reste inscrit dans la loi pour toujours. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avec des données comme celles qui sont conservées par Cinsano, c'est que on m'a répliqué alors, mais vous savez, il y a des lois qui encadrent l'usage de ces données. C'est sans doute vrai, hein, c'est vrai, mais le problème, c'est que les lois, ça se change. Si demain, un autre gouvernement arrive et décide d'utiliser ces données, notamment en disant, vous n'avez pas respecté les mesures de quarantaine qui étaient imposées, vous n'avez pas signalé les personnes que vous avez rencontrées lorsque vous avez été actif, eh bien, on vous retire votre droit à la sécurité sociale ou on vous augmente votre cotisation à la sécurité sociale, eh bien, c'est toujours possible. Autre exemple que j'ai cité devant des parlementaires en disant, c'était sur le terrorisme là, imaginez, et je dis ça parce que les données, ça s'efface. Et donc, on ne sait plus jamais les utiliser. Tandis que si on change simplement les lois, eh bien, ce n'est pas une garantie suffisante qu'à long terme, on sera protégé. Pour le terrorisme, même chose, on a installé des lois. À chaque attentat, on a élargi l'ampleur des mesures répressives et des mesures qui allaient à l'encontre des droits humains au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais à chaque étape, on n'a pas fait d'évaluation des mesures précédentes. Et deux, on doit bien se rendre compte qu'une fois que ces lois sont passées, elles pourraient être utilisées à d'autres fins plus tard. Et l'exemple que j'ai cité, qui était un peu pour rire, mais qui en même temps a fait tilt chez pas mal de gens, c'est de dire, imaginons un instant qu'un nouveau gouvernement arrive au pouvoir et déclare que la fraude fiscale est du terrorisme. On peut utiliser tous les instruments mis en place de lutte contre le terrorisme pour lutter contre la fraude fiscale. Alors certains vont s'en féliciter, évidemment, mais ça veut dire que si vous avez un ami qui vient travailler chez vous, hein, pour vous aider à installer une salle de bain, par exemple,
eh bien, vous pourriez être poursuivi pour fraude fiscale parce que vous n'avez pas fait appel à un professionnel, etc. Et donc, on voit l'ampleur que ça peut prendre. Et c'est là que c'est parfois difficile de... Parce que beaucoup de gens disent, mais si moi, j'ai rien à reprocher, je m'en fous que je sois filmé. Hein. Peut-être aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être différent. Demain, vous vivrez peut-être une vie différente. Vous aurez peut-être d'autres activités et vous ne serez pas très satisfait, comme à Londres, où il y a 1 million, avant le coronavirus, il y avait déjà 1 million de caméras qui étaient disposées. Vous êtes filmé dès que vous mettez un pied dans la capitale jusqu'au moment où vous en sortez. En lien avec ce que vous venez de dire, on vient de parler de Covid. Les droits humains dans la décennie écoulée, puisque l'événement parle quand même de cette décennie-ci, est-ce que vous avez quelques événements qui vous ont marqué et qui sont significatifs dans cette lutte pour les droits humains et qui se sont passés pendant cette décennie? Alors, c'est une question très compliquée, très vaste en tout cas, parce que on a vu des choses qui étaient... vous savez, le jour où Hissène Habré a été condamné par un tribunal spécial à Dakar pour toutes les abominations qu'il a commises sur son régime, ça a été une fête pour les défenseurs des droits humains. Mais c'est 20 ans de lutte basée sur des recherches, notamment des recherches que nous avions faites. Nous avons un chercheur qui était là au moment où il s'est enfui. Il était dans les prisons à récolter les lettres. Il a trouvé d'ailleurs des dizaines de lettres de membres d'Amnesty dans les archives. C'est une bonne nouvelle, mais c'est un travail sur le très long terme. En même temps, on a vu que la situation au Congo, par exemple, ne s'améliorait pas du tout. Donc, il y a des allers-retours. Que le fait que Béchir, au Soudan, soit arrêté aujourd'hui et peut-être se retrouve devant la Cour pénale internationale, c'est une bonne nouvelle. En même temps, le gouvernement belge, avec d'autres gouvernements européens, a versé 150 millions de dollars à Béchir quand il était au pouvoir pour qu'il construise des centres de détention pour les migrants qui venaient de la Corne de l'Afrique et qui passaient par le Soudan, qui essayaient de venir en Europe. Et donc, on voit qu'il y a comme ça des allers-retours. Il est difficile de mesurer exactement ce qui s'y passe. On voit l'émergence de mouvements de défense des droits humains, par exemple, même en Arabie Saoudite, même si le paye cher aujourd'hui. Mais il y a des émergences de mouvements. On a vu des manifestations massives dans beaucoup de pays du monde ces dernières années, ces 2-3 dernières années, y compris en France d'ailleurs, avec les Gilets jaunes, mais au Chili, etc. Et qui sont rassurantes d'un côté parce que ça montre que les citoyens veulent se faire entendre et donc doivent être accompagnés, en quelque sorte soutenus par des organisations comme Amnesty pour qu'ils ne subissent pas les violations des droits humains. En même temps, il y a des retournements complets de situation. Donc, alors qu'auparavant, l'Amérique du Sud est un continent de généraux complètement abrutis, formés par la CIA dans une école à Panama et qui torturaient tout le monde, ou à peu près. Aujourd'hui, on est revenu à des situations plus démocratiques au sens théorique en tout cas, mais avec des mafias locales qui sont encore plus violentes. Hein, et ce sont toujours les mêmes qui payent l'addition. Je suis allé au Mexique l'année passée. Je suis surpris par la vigueur des mouvements féministes et en même temps du nombre de morts, de disparus qu'il y a chaque année au Mexique. Pour la petite histoire, en partie grâce à des armes fabriquées par la FN d'ailleurs. Et donc voilà, ce sont ces allers-retours avec des victoires que l'on obtient dans des pays où on obtient de nouveaux changements législatifs, par exemple sur le droit des LGBT, et en même temps, quand on voit ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, avec des mouvements de rejet comme ça contre les personnes LGBTQI, c'est hallucinant, quoi. Et ça à l'intérieur de l'Europe. Donc il y a des tendances positives, il y a des tendances très très lourdes auxquelles il faudra faire extrêmement attention, y compris au sein de l'Union européenne. Et puis une tendance encore plus lourde, si on veut, on arrive maintenant en 2020, j'ai vu les chiffres du HCR hier, 80 millions de personnes déplacées dans le monde en 2020. 80 millions, c'est un record qu'on n'avait jamais vu avant.
Et donc, 80 millions, avec plus de la moitié qui sont des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont une grosse partie, pas la majorité, mais une bonne partie quand même, qui commence à être liée au changement climatique. Et donc, ce sont des tendances lourdes qui vont continuer à s'affirmer dans les années à venir. Donc, non seulement quand on voit ce qui se passe en Afrique, où il y a plus d'une quinzaine de conflits à l'heure actuelle, parce qu'on a peut-être mis Béchir en prison, mais les massacres au Darfour continuent. On continue à avoir des conflits un peu partout en Afrique qui poussent les gens à s'enfuir, évidemment, sans parler de la pauvreté, etc. Et donc, avec une Europe qui est incapable de répondre de façon digne par rapport à tout ça, et ni même efficace. Il n'y a pas de crise migratoire en Europe, il y a une crise de management des migrations, ce n'est pas la même chose. Est-ce que je peux me permettre, parce qu'il ne nous reste plus que 23 minutes et je sais que certaines personnes ont peut-être des questions. Donc, attends, excuse-moi, il nous reste 6 minutes parce qu'à 10h30. 6 minutes. 6 minutes, pardon, 6 minutes. Je veux bien revenir plus tard dans la journée, hein, si vous voulez, pas de problème. Ah ben ça, c'est comme vous voulez, mais c'est nous, après, on a un programme quand même assez chargé. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est à vous, la parole est à vous, Alicia, vas-y. Bonjour, je voulais savoir un petit peu ce que vous allez préparer pour l'année 2021 qui vient, puisqu'on a parlé des 10 décennies qui sont déjà passées. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? Alors, ce qu'on a prévu, alors d'abord, il y a des choses qu'on ne prévoit pas parce qu'elles arrivent et puis on doit s'y adapter. Et c'est ça qui doit faire notre force aussi, c'est les capacités d'adaptation à des événements qui arrivent. Hein. Mais il y a dans nos plans pour le moment, ce qu'on a prévu, c'est d'une part de continuer en achevant tout doucement la campagne sur le viol et le consentement, donc avec deux grandes catégories d'actions, les auteurs possibles. Et c'est là que vous pouvez nous être utile, évidemment. C'est une capacité de vous adresser vous-même à vos pairs, en quelque sorte. Je pense qu'il est important de sortir de la logique où c'est aux filles de revendiquer en permanence ça. Non, c'est aux garçons de parler aux garçons et pas de faire reposer sur les filles, encore une fois, non seulement le poids des violences sexuelles, mais en plus le poids de la prévention de celles-ci. Donc, c'est aux mecs de se bouger le cul, si je puis dire, violemment. C'est ce qu'on essaie de pousser par cette campagne. D'autre part, c'est aussi une campagne par rapport de plaidoyer. Et là, on a un énorme travail qui est fait en permanence pour le moment dans la réalisation du plan d'action de la Belgique par rapport aux violences conjugales, aux violences contre les femmes, notamment dans le cadre de la Convention d'Istanbul. Et donc, on est en permanence dans les cabinets ministériels pour essayer d'influencer le plan d'action qui va être déterminé par le gouvernement. Donc ça, c'est une grosse partie. L'autre partie qui va vous sembler peut-être plus lointaine, c'est la question des droits des personnes âgées. Alors, vous avez peut-être entendu parler du rapport qu'on a sorti sur les maisons de repos, qui c'est une véritable catastrophe. Ça l'était déjà avant. Et donc, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand je parlais du Covid, c'est que la Covid a révélé des choses qui existaient auparavant, qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voyait pas, comme par exemple la situation dans les maisons de repos. Donc, on va continuer, on va lancer une campagne plus générale, plus générique si on veut, sur les droits des personnes âgées. Mais pendant tout ce temps-là, on va aussi continuer à faire ce que moi j'appelle les peak actions. Donc, c'est-à-dire de répondre à toutes les demandes qui nous viennent du secrétariat international en disant, tiens, voilà, il y a tel cas pour le moment en Iran, en Arabie Saoudite, etc., ou au Soudan ou ailleurs, et pour lequel on fait des interventions rapides, des pétitions en ligne. Notre objectif, c'est aussi de continuer à élargir notre base de personnes qui réagissent très rapidement avec nos pétitions, parce qu'on voit qu'on est une des sections d'Amnesty les plus performantes en matière de collecte de signatures au niveau international. Pour vous donner un petit exemple, encore, j'étais donc au Mexique l'année passée, j'ai rencontré un gouverneur d'un État mexicain à qui on en remettait 70 ou 80 000 signatures, dont plus de 20 000 venaient de la Belgique francophone. Et évidemment, la personne ne peut pas vous dire merci, salut. Elle est obligée quand même de vous écouter un petit peu et de discuter avec vous.
Et donc, voilà, ça fait partie de nos plans ici. D'autres éléments qui sont plus transversaux, on va dire, c'est de renforcer la participation des jeunes dans le mouvement, ça c'est clair, avec aussi des programmes spécifiques et des moyens de communication qui seront plus spécifiques. On le voit déjà avec maintenant des vidéos, notamment, qui sont tournées régulièrement ces derniers temps. Et puis aussi la question de la diversité, qui est une question pas facile à gérer, parce que on vend, entre guillemets, un produit qui n'est pas si facile que ça à comprendre, hein, qui est plus... comment dirais-je, c'est pas la même chose que de dire si vous nous soutenez, on va construire un puits là-bas, hein, un puits dans le Sahel. Et donc, c'est pas toujours évident de faire comprendre ça à tout le monde, mais il y a moyen d'y arriver et on voit qu'il y a des personnes qui nous rejoignent progressivement et c'est un de nos axes de travail aussi. La diversité, c'est vraiment important. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Philippe Hensmans juste avant? Si personne d'autre a de questions, et une dernière question, ça serait pour moi un message pour... Je sais, la question était pour l'avenir, mais vous, personnellement, à nos internautes qui nous regardent là aujourd'hui, qui vont aussi regarder ça tout à l'heure en enregistrement, un message pour l'avenir. Voilà. Qu'est-ce que vous nous diriez pour nous en tant que jeunes ou en tant qu'adultes ou je ne sais qui? Allez-y, bougez votre cul, faites ce qu'il faut faire pour... non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Moi, je rappelle de grandes manifs qui avaient lieu dans les années 80. Il y avait 300 000 personnes qui luttaient contre les missiles en Belgique, l'installation de missiles nucléaires en Belgique. On peut changer les choses si on se bouge. On peut changer. On a obtenu une sécurité sociale parce qu'il y a des gens qui se sont battus dans les années 60 et après la guerre pour obtenir une sécurité sociale qui fait qu'aujourd'hui, hein, vous pouvez être soigné à des prix raisonnables. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui gèrent au quotidien leur citoyenneté, en quelque sorte. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental aussi parce que vous devez jouer votre rôle sur les réseaux sociaux, notamment. On n'a pas abordé la question du populisme. Je n'aime pas ce mot-là parce que pour moi, il ne convient pas tout à fait à ce qu'on veut décrire comme phénomène. Mais il faut être présent, il faut réagir et montrer qu'on est un citoyen en montrant le bon exemple. Pas en répondant aux trolls, mais en étant présent quand même avec de bons exemples. Et ça c'est notre devoir de citoyen. Et c'est ça qui peut faire changer les choses. Voilà, merci pour tout, Philippe Hensmans. Merci à vous. Désolé d'avoir... Il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer, si on peut continuer. Merci à tous, à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne chance pour le reste de la journée. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Je propose, Adrien, si... Ouais. On va continuer la dernière demi-heure en discutant entre nous des problématiques futures et de la décennie écoulée qui viennent d'être abordées ici. On a beaucoup parlé du droit des femmes. Si moi, je peux entamer la demi-heure en parlant, par exemple, des grands mouvements qui ont été MeToo de façon internationale et en France, Balance ton port. Ils ont été assez fondamentaux pour une nouvelle libération de la parole des femmes quant aux pressions et aux discriminations qu'elles subissent. Et j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, votre évolution par rapport à ça. Si au départ vous étiez un peu rebuté ou bien si vous y avez directement adhéré. On peut peut-être commencer par Donovan, qui est premier sur mon écran. Honnêtement, moi j'ai pensé que c'était une très bonne initiative parce que ça permettait vraiment de, entre guillemets, balancer, on va reprendre les termes, ce qui s'est passé et l'auteur peut-être qui en a découlé. Donc je trouvais ça vraiment intéressant qu'on soit un peu plus dans l'action plutôt que vraiment dans la sensibilisation, dans juste de l'information en fait, de passer des chiffres ou des textes.
Je trouvais ça vraiment intéressant que les gens puissent vraiment, de manière concrète, expliquer ce qui leur est arrivé ou ce qu'ils ont entendu qui est arrivé à un de leurs proches ou à quelqu'un qui sont beaucoup plus familiers de ça. Donc voilà, moi je trouve que c'était vraiment une très bonne initiative et je suis totalement satisfait que ça s'est développé à l'échelle mondiale. Voilà, c'est franchement ça, je crois, le plus gros point que moi j'ai retenu en tout cas de cette vague de campagne en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir par rapport à cette thématique ou bien une autre thématique de la décennie à venir ou de la décennie écoulée qui vous paraît importante et peut-être nous dire pourquoi? Si quelqu'un a une idée, Alicia, Mélissa ou Johan. Oui, par rapport à la discrimination envers les femmes et tous les mouvements donc, qui ont eu lieu au niveau mondial, j'ai trouvé en fait qu'avant ces mouvements, c'était un sujet quand même assez tabou, dans le sens où on en parlait, mais c'était, voilà, ça restait assez vague, on ne creusait pas vraiment le sujet, que vraiment, je trouve que ces campagnes, elles ont vraiment permis à tout le monde de pouvoir en parler, bah, déjà qu'on soit une femme ou pas, de vraiment mondialiser cette situation. Et bah, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour pouvoir faire nos campagnes et vraiment pouvoir en parler, quoi. Et moi, je voudrais juste rajouter, enfin, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, super, ok. Moi, je voudrais juste rajouter en fait le fait qu'en fait, nous sommes venus à une époque, donc on est au XXe siècle, où à l'époque, bah, les femmes, c'était comme des boniches, des bons à rien. Et là, maintenant, on arrive vraiment à une époque où les femmes se battent pour leurs propres droits, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec des mouvements. Et comme a dit Donovan, en fait, ce mouvement, il y a des textes, il y a des articles, il y a des vidéos, mais bon, ce n'est pas très explicite. Lorsque la personne explique en fait son expérience ou ce qu'il a vécu, c'est vraiment autre chose. Et on se dit, mais en fait, même près de chez nous, juste à la porte à côté, ça peut nous arriver à nous aussi, enfin, à ma soeur ou à ma mère, enfin, peu importe. Et franchement, avec le mouvement Balance ton corps, en fait, par la suite, en fait, quand j'ai compris le concept, ça m'a vraiment très choquée en mode, mais en fait, oui, en réalité, c'est vraiment ça. Le balance, c'est comme a dit Donovan, c'est genre exprimer ce qu'il a vécu. Et ton porc, bah, en fait, le porc, c'est l'homme, en fait, qui est un être répugnant, en gros, en fait. Parce que, enfin, allez, je ne suis pas, c'est pas je n'insulte pas l'animal en tant que tel, parce que c'est un animal, il n'a rien fait de mal. Mais genre, le mot porc, en fait, c'est quelque chose d'un être répugnant. Et lorsqu'on y pense, bah, en fait, pour nous, les femmes, un homme est devenu, enfin, comme à l'époque, les femmes étaient des bonnes à rien, genre des boniches ou des femmes au ménage, peu importe. Bah, pour nous, maintenant, un homme est devenu un être répugnant. Et je trouve qu'en fait, pour nous, les femmes, de combattre ce genre de combat, c'est très, très, très important et je suis totalement pour. Je ne sais pas si Johan a quelque chose à dire ou un avis ou s'il est toujours là. Je suis toujours là, je suis là. Peut-être qu'il y a une autre thématique qui me paraît extrêmement importante aujourd'hui, c'est que on a eu les dernières années. Ah oui, alors, est-ce que tu as un avis sur la question ou bien si tu aimerais parler d'un thème précis? Évidemment, il y a un milliard de thèmes. Excusez-moi, je mets ma caméra. Hop là. Évidemment, il y a un milliard de thèmes qu'on pourrait évoquer, puisque les droits de l'homme sont plus que jamais d'actualité. Je pense que monsieur le directeur l'a très bien rappelé. Vis-à-vis de la question des femmes, en effet, c'est très contemporain, surtout pour nous jeunes, parce qu'on est une génération qui est aussi en pleine construction, on construit le monde dans lequel on va vivre. Il faut aussi se poser dans quelle place on veut donner à certaines personnes et qu'est-ce qu'on veut montrer au monde et qu'est-ce qu'on veut être. Et en tant qu'homme, que garçon, c'est un enjeu extrêmement important de pouvoir également laisser la place dans la parole publique, dans le débat auprès des femmes et leur donner tous les moyens possibles pour qu'elles puissent mener à bien et à juste titre ce combat. Et c'est une position qu'il faut aussi se poser individuellement, qu'il faut se poser auprès de notre entourage. Et c'est une place à trouver, je pense, extrêmement importante. Alors, un autre thème qui me paraît très important et significatif pour les problèmes qui vont être posés aux démocraties dans les années à venir, le cas des Ouïghours en Chine qui sont
emprisonnés dans des camps, torturés. On parle aussi de stérilisation forcée pour les femmes et qui sont tout à fait forcés à une discipline du parti chinois. Et je trouve que ce cas est assez représentatif de ce qui peut arriver quand on néglige les droits humains, quand dans un pays avancé technologiquement comme la Chine, on met ces technologies au profit de considérations qui sont très peu humaines, de discrimination envers d'autres peuples, d'autres religions et d'autres croyances. Et on a des situations où je pense que le chiffre est de 1 million de personnes emprisonnées dans des camps pour les remettre dans le droit chemin du Parti communiste chinois. Alors, j'aimerais un peu avoir votre avis, si vous avez des données intéressantes à partager ou bien des considérations pour les... Je peux peut-être commencer, je sais pas. Sur les Ouïghours, il y a une chose intéressante, moi qui m'a déjà marqué, il me semble, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait une campagne d'amnistie à ce sujet qui était extrêmement intéressante. C'était vis-à-vis déjà de la culture. Il y avait une suppression totale de la culture ouïghour, et notamment de leur tradition et de leur langue, et tous les enseignants en fait qui enseignaient donc le dialecte, n'avaient plus le droit d'exercer leur profession. Et ça s'est fait donc je veux dire, c'est un biais forcément qui est un peu oublié en ce moment parce que il se passe quelque chose d'horrible et qu'il faut absolument dénoncer. Mais ce qu'on peut apprendre malgré tout de ce petit épisode qui a été au début de ce drame qui est des Ouïghours, c'est que il faut aussi se battre pour la diversité culturelle. Et lorsque l'on essaye d'en faire oublier une, d'en attaquer une, c'est un premier pas vers la disparition de la diversité. Et c'est ce que d'ailleurs le directeur d'Amnesty Belgique soulignait. Et c'est également important aussi de ne pas chercher à tout unifier, tout normaliser et d'accepter l'autre dans sa différence. Et c'était voilà, un petit point, même si il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ouïghour, mais je voulais également vous partager. Merci Johan. Je pense qu'Alicia avait demandé la parole pour s'exprimer. Oui, alors en fait, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Et j'ai vu, en fait, il n'y a pas longtemps, j'aimerais lancer voilà, une ressource autre qu'Amnesty, même si Amnesty, on sait très bien, est une très bonne ressource qui vérifie toujours ces informations. J'ai vu, en fait, qu'un YouTuber qui s'appelle Le Roi des Rats a fait une vidéo, je crois, de 20 ou 30 minutes sur le sujet. Et j'ai déjà regardé pas mal de ses vidéos. Il se renseigne aussi très bien sur le sujet. Ça peut être un moyen pour nos auditeurs sur Twitch de se renseigner sur le sujet si ça les intéresse et qui ne s'y connaissent pas beaucoup. J'ai ici un petit message d'une personne qui regarde sur Zoom, je ne sais pas comment, et elle me dit, donc c'est une personne que je connais, elle me dit, balancer c'est bien, mais il faut surtout éduquer. Et justement, à la partie de 13h30 à 14h30, on va avoir Laurent Deutsch et il va nous parler de tout ce qui est éducation aux droits humains. Donc voilà, je voulais juste donner ce petit message. On peut peut-être réagir à cette personne qui nous parle d'éducation et je trouve ça tout à fait légitime. C'est ce qu'il faut faire à la base et de la relation entre cette dénonciation, cette expression des femmes dans les violences qu'elles subissent et de l'éducation qu'on peut faire aux jeunes garçons et aux jeunes filles pour apprendre à respecter les femmes et à les considérer comme des êtres tout à fait égaux aux hommes. Cette relation entre éducation et dénonciation qu'on peut avoir et qui est très importante. Oui, tout à fait. Je trouve que, franchement, si on regarde d'un point de vue purement psychologique, tout ce qui se passe au niveau des discriminations, des stéréotypes, des préjugés qu'on peut avoir sur une catégorie de personnes selon son sexe, ses croyances, ses opinions, c'est purement au niveau de l'éducation qu'il faut travailler. Parce que si on éduque
depuis le plus jeune âge, les enfants et les jeunes adolescents, à respecter les autres pour qui ils sont, pour ce qu'ils croient et, euh, et de qui ils sont de manière tout simplement générale. Je pense que ça peut déjà réduire nettement toutes euh, ces grands effets négatifs qui touchent énormément de personnes. Et du coup, oui, c'est vraiment une importance, je pense, maintenant, à partir d'aujourd'hui même, de commencer à vraiment éduquer les enfants, et même nous, nos frères, nos sœurs, ou même peut-être nos parents, à leur, entre guillemets, rééduquer de façon à ce qu'ils soient vraiment ouverts à chacun et à l'opinion que chacun peut se faire de tel ou tel sujet ou de tel ou tel choix de vie. Et voilà. Moi, si je peux réagir par rapport à ce que l'internaute a dit, je suis tout à fait d'accord. Je pense, si j'ai bien compris ce qu'il ou elle voulait dire, la dénonciation est une étape très importante dans l'émancipation et il faut pointer du doigt, il faut montrer les discriminations qu'on subit, mais que ça n'est pas la fin du processus, ça n'est qu'un commencement et que l'éducation qu'on doit donner aux jeunes enfants pour permettre justement cette égalité et aussi voir dans la société les stéréotypes latents qui existent dans le mannequinat, par exemple, ou dans les arts du cinéma, par exemple. Ça me vient comme ça. C'est des choses qui sont très importantes et ne pas censurer le passé et dire ce qu'on ressent maintenant, mais travailler pour un meilleur futur dans l'éducation et dans la représentation qu'on fait de ces personnes-là aujourd'hui. Et je trouve que c'est un mouvement qui est fondamental et très important. Je ne sais pas si Alicia ou Mélissa ou Adil ont un avis par rapport à cette question. Franchement, je suis totalement d'accord avec vous, donc je n'ai rien à rajouter. J'avoue que moi non plus, vous avez tout dit. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être encore une question. Je rappelle à toutes les personnes qui viennent peut-être d'arriver que nous nous trouvons ici dans le petit déjeuner Amnesty, donc de 10h à 11h. Ensuite, nous allons avoir la campagne droits sociaux, économiques et culturels avec le SAMU social, la plateforme citoyenne et l'îlot sans-abrisme. Donc, on vous attend pour ces 3 petites présentations d'associations. Voilà, je vous laisse continuer pour une autre question. Alors, j'ai une question pour continuer la discussion. Si chacun, vous deviez choisir un cas que Amnesty a défendu, peut-être quand vous étiez dans le cercle ou peut-être quand vous vous intéressiez, un cas qu'Amnesty a défendu et qui vous semble très important dans la symbolique qu'il apporte ou bien simplement dans ce qui s'est passé. Si vous avez des choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas, Donovan, Mélissa. Bah, à vrai dire, enfin, toutes les campagnes d'Amnesty, bah, elles sont super au top. Moi, je voudrais juste revenir, enfin, désolée, je passe d'un thème à l'autre, mais c'est comme a dit monsieur Philippe Hansmans, c'est en fait avec le Covid et le droit au RGPD, en fait, je pense qu'on peut se poser tous la même question, et je me demande aussi à vous, mes chers collègues, mes chers camarades, c'est est-ce qu'en fait, à cause du Covid, est-ce que nos droits humains, d'un côté, en fait, nous avons des droits humains qui sont violés, enfin, entre guillemets, violés, genre le droit à l'assemblement, etc. Mais d'un autre côté, on a aussi, enfin, l'État, en fait, veille à la sécurité et à la salubrité de sa population, de son citoyen. Est-ce que vous pensez que malgré cela, enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens, en fait, de tenir la sécurité et la salubrité, enfin, de sa population sans vraiment violer, nos droits humains? Donc voilà, c'est une question que je vous ai posée parce que, voilà, c'est très important, je trouve. Voilà, vous pouvez toujours répondre. Je vais essayer de répondre un petit peu à ta question, Mélissa, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Mais on voit dans la DUDH que voilà, les droits, donc, même s'ils sont universels, applicables à tout le monde, ils peuvent être
c'est pas le bon mot, mais je vais dire diminué, pour certaines raisons, notamment les cas d'urgence. Après, je suis tout à fait d'accord que, même sans parler du Covid, nos États sont de plus en plus dans des états d'urgence qui, normalement, sont censés durer une courte période et qui, finalement, s'étendent sur des années. On peut, par exemple, parler voilà, des militaires qui sont... Enfin, je n'ai pas été à Bruxelles depuis un moment, mais je crois qu'ils sont encore dans les gares. Est-ce que c'est vraiment encore nécessaire alors que ben, on n'est peut-être plus vraiment en cas d'urgence extrême comme on l'était juste après les attentats? Voilà, c'est des questions qui peuvent se poser et je crois que c'est vraiment une question d'équilibre. Pour les campagnes qui m'ont marquée, comme ça je fais les deux en un coup, euh, moi, une qui m'a vraiment marquée, c'était le prisonnier d'opinion Hamid Babeï. C'est en fait une grosse campagne à laquelle j'ai beaucoup adhéré puisque je suis arrivée dans le cercle. En fait, on a commencé vraiment avec ce cas-là. D'ailleurs, on avait une grande effigie de lui qu'on mettait partout. C'était un peu notre mascotte. Et j'ai été très heureuse d'apprendre qu'il a été libéré. Par contre, c'est pas le seul. Il reste encore d'autres, pas doctorants, mais des enseignants, voilà, notamment un enseignant de la VUB qui est pour l'instant menacé de peine de mort et qui est en très mauvais état. On n'a plus de nouvelles de lui depuis le 2 décembre et j'espère qu'on pourra le faire sortir de là. Tu veux peut-être intervenir sur ce que Mélissa a dit ou bien sur une campagne qui t'a marqué ou un cas particulier d'une personne? Je t'avoue qu'au niveau des campagnes, j'ai pas vraiment un cas précis parce que comme Mélissa l'a dit, toutes les campagnes sont importantes, je trouve. Et il n'y en a pas vraiment une qui m'a plus, comment je pourrais dire, plus marqué que ça parce que pour moi, c'est important de militer pour les droits de chacun. Enfin, peu importe sa profession ou ce qu'il fait dans la vie, qu'il soit simplement un marchand ou un doctorant, je trouve que c'est nécessaire de lutter pour chaque personne. Et par rapport à ce que Mélissa a dit, je vais essayer d'y répondre, honnêtement. Alors oui, bah, je vais rejoindre un peu Alicia. Je trouve que de plus en plus, on voit maintenant, et même dans nos pays en Occident, que ben oui, les gouvernements cherchent à un peu normaliser tout le monde. On dirait qu'ils veulent normaliser les gens afin de justement, on va dire, effacer, entre guillemets, les différences qu'on peut avoir entre nous, que ce soit l'orientation sexuelle ou l'opinion ou les croyances. Et je trouve que c'est pas forcément la solution adéquate, clairement. Je trouve que justement, ils devraient valoriser les différences qu'on peut avoir pour un bien commun, que la normalisation n'a pas forcément tout le temps un bon aspect non plus. C'est pas bon de tout normaliser et que tout le monde soit pareil. Ça a aussi ses défauts. Donc, je pense que oui, il faudrait que les gouvernements réfléchissent à un système qui, tout en assurant la sécurité de chacun, puisse laisser libre cours chaque personne sur qui il est, sur ce qu'il défend de manière générale dans sa vie quotidienne. Voilà, tout ce que j'ai à dire. On a une étudiante de l'Université de Toronto qui nous dit bonjour. Alors, on la salue, elle est sur le live. Salut, merci de nous regarder d'aussi loin, c'est génial. Thank you. Moi, si je devais parler de ce qu'Alicia a soulevé, c'est que de ce que Mélissa a soulevé, je suis tout à fait d'accord et je pense que Philippe Hensman s'en parlait déjà. Il faut trouver un équilibre entre ces droits. Trouver une sécurité pour les citoyens, mais en même temps faire en sorte qu'il y ait une certaine liberté. Et il y a cette balance classique entre liberté et sécurité à trouver, mais il y a plein d'autres choses. Et comme lui, je suis tout à fait d'accord, il y a des droits qui sont intouchables. Je pense à la torture. On ne torture pas, on ne commet pas de mauvais traitements dans le simple but de faire des mauvais traitements. Ça n'a pas de sens et c'est proprement inhumain sur ce point-là. Je le rejoins tout à fait. Et pour parler d'un cas qu'on a défendu avec Amnesty Belgique et avec le Cercle la première année, c'était que Amaya Coppens
qui avait participé à des manifestations étudiantes au Nicaragua pour liberté de la presse, avait été arrêté et emprisonné. On avait fait des pressions sur sa famille, sur son frère, sur son père, enfin soit l'horreur absolue. On lui avait pris son passeport, comme ça elle ne pouvait pas sortir du pays. Elle était emprisonnée, enfin soit. Très très compliqué. Cette jeune fille à notre âge, elle est étudiante et je pense que ça nous sensibilise vraiment fort par rapport au rôle qu'on joue actuellement dans un pays où les droits humains sont plus ou moins respectés, où on a le droit de dire que ceci n'est pas bien, ceci est bien. Au Nicaragua, Amaya Coppens n'a pas pu le faire. Elle a été dans des manifestations étudiantes. Elle est venue en Belgique pour parler de ce qu'elle avait vécu et pour interagir avec Amnesty. Mais le problème, c'est que quand elle est rentrée, elle avait fait part de sa peur d'être réemprisonnée à nouveau. Et quand elle est rentrée, et donc, à ce niveau-là, on joue un rôle très important en tant qu'étudiant pour défendre les droits humains. C'est qu'on a la chance de pouvoir le faire. Alors, on doit le faire pour ceux qui ne peuvent pas le faire et pour ceux qui sont emprisonnés pour avoir manifesté. Ici, on va manifester pour le climat. Et ben, en Nicaragua, ils sont enfermés. C'est toutes des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne sont pas du tout dans beaucoup de pays du monde. Et il faut faire en sorte de les droits humains ici en Belgique, parce qu'ils sont bafoués ici en Belgique, évidemment, dans tous les pays du monde. Il y a toujours des choses à régler. Mais dans d'autres pays, on ne pourrait même pas exprimer le fait de vouloir les défendre. Et je trouve que c'est ce qui est très, très important. Il est maintenant 10h55. On va laisser la place à la seconde partie du live, qui sera de 11h à midi, qui va nous parler des droits économiques, sociaux et culturels. On aura quelques vidéos, on aura le SAMU social qui va intervenir, Adriana Costas Santos, qui est la coordinatrice de la plateforme citoyenne qui s'occupe de loger des migrants ici à Bruxelles. Et on aura une diffusion d'une quatrième vidéo qui va parler de l'îlot. On fait une petite pause de 5 minutes et on vous revient à 11h pour le GT du droit économique.